Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Damien Tarel. Donc Damien, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de lui après la gifle qu'il a mis au président Emmanuel Macron. Mais sauf que Damien, ce n'est pas que ça. Donc Damien, je vais te proposer de te laisser te présenter parce que je sais qu'il y a autre chose que tu sais faire, donc j'ai pu entendre parler. Donc je te propose de te présenter là-dessus. Bonjour, alors, je suis Damien Tarel, je suis un jeune Dromois qui a toujours vécu en Drôme dans un petit village de 2000 habitants qui s'appelle Saint-Vallier. Et je suis connu pour avoir giflé Emmanuel Macron, mais je suis aussi instructeur de combat médiéval et impliqué dans plusieurs associations de ma ville, dont une association dont des associations de jeux. Voilà. Jeu de rôle, il me Jeux de semble, c'est rôle, bien ça. entre autres. Ouais. Donc, j'aimerais qu'on commence. Qu'est-ce que tu fais en type de jeu de rôle? C'est quoi que tu proposes comme type de... Oh, on fait tout. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de permettre surtout en fait à des gens qui sont isolés, parce qu'en fait, c'est en fait ce fameux, je vais pas dire mythe, mais presque hein, maintenant de la France périphérique et qui est tout à fait réel, euh, où les gens se retrouvent isolés dans des villages et il y a très peu d'activités. Donc en fait, les, euh, les activités de liens sociaux, on est obligé de les créer. Donc moi, j'ai créé cette association qui fait du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu de figurines, du jeu vidéo, tout ce qu'on peut faire où on peut se retrouver ou tout simplement boire une bière et discuter ensemble, comme un bar à jeu en fait, comme on a dans les grandes villes comme Lyon. Moi, j'ai voulu ramener cette ambiance dans un petit village à plus petite échelle et permettre à des gens de découvrir le jeu de rôle pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, c'est comme c'est une activité sociale, permettre à des gens de le pratiquer et pas juste le pratiquer par ordinateur, en ligne ou ce genre de choses. Parce qu'après, on fait du jeu de rôle, on se voit toutes les semaines, on vit des aventures. Et puis après, au bout d'un moment, bah, allez, on va boire un coup au bar ensemble, on va se faire une petite sortie. Ça permet de créer du lien social. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est tout à ton honneur parce que moi aussi, vivant dans une petite commune, les communes de campagne meurent hein, chaque année. Ouais. C'est de pire en pire. Donc ouais, c'est pas mal d'apporter ça en plus. Je peux peut-être Et faire une petite comme t'as... parenthèse pour dire, ouais, Oui, tu dis que vas-y. ça meurt. Alors, il y a eu un petit renouveau après le Covid où tous les Lyonnais, les Parisiens sont venus s'acheter leur maison de campagne et Ouais, surtout maison essayer, secondaire. voilà, maison secondaire. Ils ont essayé en Mm. fait de vivre ici. Et beaucoup, en fait, et c'est drôle parce qu'il y a eu un regain, et en plus, nous, ça nous a fait monter le prix de l'immobilier, donc pour nous, c'était une catastrophe, hein, parce qu'on n'avait pas les revenus des Parisiens, en fait. Hein. Bah oui. Donc, ça a fait monter le prix de l'immobilier. Ils ont vu que c'était plus compliqué de vivre ici, et maintenant, c'est bon, ils sont repartis. Le prix de l'immobilier est toujours aussi haut, mais c'est bon, ils sont repartis. Il y en a quelques-uns, quand même. On a fait quand même de belles rencontres de Lyonnais qui avaient envie de quitter Lyon et qui se sont acclimatés, on va dire. Mais la masse qui était venue post-Covid est repartie, en fait. Bah, bien sûr, parce que la campagne, ben, déjà, c'est une question aussi de mentalité. La mentalité n'est pas pareille qu'en ville. Euh, je vais dire, les passions et autres, c'est pas les mêmes. Hein. Les gens, ils font pas du shopping comme, tu vois, C'est on vrai. peut Autre voir chose à quand on se promène à Lyon ou je ne sais où dans les grandes villes. Donc, les gens font plus autre chose, ils ont plus des choses dans la nature, c'est de la chasse, les champignons, les promenades, tu vois, plus des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Hein. Et souris des villes, souris des champs, c'est depuis toujours qu'il y a cette différence de mentalité. Et je pense qu'il y a vraiment une Mm. différence presque évolutionniste, quoi. Il y a quelque chose d'anthropologique dans ce clivage. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, alors je ne sais plus de qui est cette citation, mais qu'un citadin se sentirait plus proche d'un Tokyoïte ou d'un New-Yorkais que de quelqu'un Mm. qui habite dans un village à 1 heure de chez lui, paumé. Et j'ai envie de faire ce parallèle parce que je ne l'ai jamais entendu, mais c'est peut-être un peu vrai pour nous aussi. On se sentirait peut-être plus proche d'un Maghrébin des campagnes que d'un citadin d'une grande ville pas loin de chez nous. Parce qu'en fait, il y a une différence mentale qui est fondamentale. Ouais, on se sentira plus proche d'un Texan, tu vois, Peut-être, qui vit dans son ranch, en que effet. du mec qui vit à Los Angeles, ou voilà. Toi. Ok. Mais tu disais que tu fais aussi, c'est des AMHE, c'est ça? Alors ça, c'est le terme technique hein, qui est un petit peu barbare. Mm. Ouais, ça veut dire arts martiaux historiques européens. Euh,
voilà, c'est l'étiquette de la fédération qu'on a choisi d'arborer, tout simplement pour faire connaître les disciplines, même si bon, je trouve le terme un petit peu brut, hein, je veux dire, c'est pas comme le Béour. Béour, c'est un mot, tout de suite, on voit ce que c'est. Enfin, on voit ce que c'est. En tout cas, ça inspire. Donc moi, je parle plutôt d'arts martiaux médiévaux, de combat médiéval. Ça parle un peu plus. Donc globalement, ça consiste en du combat à l'épée, un petit peu comme le Béour. La différence du Béour, c'est que le but principal, c'est de mettre au sol les participants de l'équipe adverse, alors qu'aux AMHE, le but, c'est de tuer l'adversaire. Donc on utilise des techniques de combat, un petit peu comme on peut trouver dans les arts martiaux traditionnels, en fait, hein, plus asiatiques, hein, comme le kendo. Donc là, le but, c'est de planter la gorge de l'adversaire, trancher le cou de l'adversaire, ce genre de technique. Et je parlais de Béour, mais je pratique aussi un petit peu le Béour, puisqu'on a aussi une section enfants de combat médiéval, où là, les enfants pratiquent du Béour léger. Donc c'est comme du Béour, sauf qu'ils ont des épées et des boucliers en mousse, et ils s'en donnent à cœur joie en faisant des combats d'équipe à 5 contre 5 pour capturer le drapeau de l'équipe adverse. Donc voilà, on a ces continuités entre les enfants et les adultes qui travaillent quelque chose d'un peu plus violent, un petit peu plus martial. Et le but, c'est de leur transmettre, au-delà d'une discipline sportive, un certain esprit de respect et de tradition un peu chevaleresque, quoi. Tout à fait. Et donc, tu as parlé donc il y a des compétitions. Ouais. Ça représente quoi au niveau international, c'est le combat médiéval? Alors au niveau international, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs fédérations, et cetera. Mhm. On n'est pas sur un sport qui est fédéré encore, hein, c'est pas. Et puis c'est, par exemple, pour le Béour, il y avait tout un engouement, et cet engouement était poussé et comment dire? Et utilisé et alimenté, voilà, alimenté par un très grand pays qui s'appelle la Russie, qui en faisait un sport, voilà, par exemple, la fédération de Béour léger, à la base, c'était la Russie qui s'en occupait, et on a eu énormément de problèmes, suite à la guerre en Ukraine pour, tout ce qui a été importation de matériel, justement, fédération internationale, et cetera. Donc on a eu Ukraine, une fédération française un peu plus forte pour, pouvoir, survivre à ça. Mais ce qu'on pourrait noter, c'est qu'en tout cas pour un sport qui s'incarne en fait dans ce qu'est l'histoire de France, parce que la France, c'est quand même la chevalerie, en fait, c'est le pays de la chevalerie. Eh bien, on a peu de soutien, je dirais institutionnel. Enfin, on a une ignorance de l'institution. Je veux dire, c'est pas très grave. Euh, c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage quand on voit surtout l'engouement populaire qu'il y a autour de ce genre de sport. C'est-à-dire que ces sports-là ne tiennent qu'à une armée de bénévoles et de personnes passionnées d'histoire et passionnées d'arts martiaux, et de tout un tas de personnes qui eux aussi sont passionnés de ça et qui ont envie de pratiquer. Donc ces associations, cette discipline ne doit son existence qu'à l'âme profonde de la France, j'ai envie de dire, et pas une quelconque subvention, quoi que ce soit, hein. Bah, après, si tu veux, moi j'ai une explication, c'est que déjà on est en République et ça c'est rattaché un peu à l'ancien régime. Ouais, Donc c'est c'est rattaché pour ça à. aussi ils aiment pas trop ça, quoi. Tout Après, à on l'a fait, pas ouais. précisé, mais toi, t'es plus royaliste que républicain, donc. Moi, je suis royaliste, je suis même pour un retour à la féodalité, donc c'est une forme de royalisme, j'ai envie de dire un petit peu particulière, que c'est pas tout le monde qui partage. Je suis partisan, en fait, de la décentralisation en général, hem et d'un pouvoir plus proche du peuple. Je suis pas contre, Étienne Chouard, hein, j'adore, cette philosophie du RIC et ces choses comme ça. Moi, je pense que quand le pouvoir était plus proche du peuple à l'époque, il y avait beaucoup de votes à main levée, comme on retrouve aujourd'hui dans les cantons suisses, hein, qui sont un héritage en fait de cette féodalité. On essaie aujourd'hui de nous faire croire que le vote a été créé par la République et qu'avant on ne votait pas. Non, non, c'est pas vrai. On votait juste différemment. On votait pas pour qui me dirige, et Mmh. encore, c'est pas toujours vrai, hein. Dans les villages, il y avait des élections. Bref. Euh, je suis pour une redécouverte du Moyen Âge et du pouvoir décentralisé. Alors, le problème du pouvoir décentralisé, c'est que ça donne un État faible et vulnérable à l'extérieur, aux puissances extérieures. Mais par contre, je pense qu'en termes de bonheur, au niveau de la population et de qualité de la gestion
l'être humain, je pense qu'on est bien mieux. Ben, non, ça donne pas une image faible à l'extérieur, parce que si on regarde les États-Unis, par exemple, au niveau de chaque État, ils ont leur propre loi. C'est Tu vrai. vois, les gouverneurs ont, Beaucoup ont plus un ample, fort, ouais. un fort pouvoir. Donc, et d'ailleurs, ils se sont inspirés de la France, hein, les Américains. Il faut pas C'est oublier vrai. que si les États-Unis existent, c'est grâce à la France, hein. Louis XVI a envoyé des troupes pour pouvoir aider les patriotes. C'est vrai, Donc c'est un bon, un bon ils contre-exemple. se Ouais. sont beaucoup inspirés des lois françaises pour créer les États-Unis. Ben, d'ailleurs, le port d'armes, tout ça, c'était français, ça. Ouais, 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 c'est de toute façon, aujourd'hui, on voit qu'il y a une très grande limitation par rapport aux armes, hein. De toute façon, dès qu'il y a une guerre qui s'approche, on limite les armes de la population. Pourquoi? Bah, pour éviter qu'ils se révoltent, hein. Là, ça a été fait récemment avec un durcissement de la loi des détentions d'armes, et ça s'était fait, la dernière fois que ça s'était fait, je crois que c'était en pendant la Seconde Guerre, quoi. Donc, la Ben, limitation des armes, c'est surtout pour limiter le peuple après, de toute révolte. après, les gens, ils te diront, ouais, mais en France, si on n'a pas le port d'armes, c'est parce que ci et ça. Non, en fait, on n'a pas le port d'armes parce que, à l'époque, après la Révolution, quand ils ont créé la Constitution, ils l'ont pas marqué dans la Constitution, parce que pour eux, pour être armé, c'était normal, en fait. Tu vois, pour les républicains, Oui, déjà à l'époque, c'était normal, en c'est vrai. fait. En fait, ça Donc, semblait les mecs, ils n'y ont pas pensé à me noter. pour eux, c'était, ouais, c'était tellement une évidence que tout le monde pouvait posséder une arme, qu'ils n'ont pas Voilà. pensé qu'il fallait l'inscrire dans la Constitution. C'était trop évident, en fait. C'était Ils comme le pensaient droit pas de qu'il allait y voiture. avoir Macron au bout d'un moment, tu vois. Non, ils pensaient pas que jamais ils avaient anticipé qu'on se dirige vers quelque chose comme ça. Voilà, ouais, C'est pour ça tout que à fait. je suis, même si je suis critique envers la République, je serais moins critique envers ce mouvement qu'il y a eu à la création de la République, parce que les gens pouvaient pas anticiper. Certains pouvaient anticiper, mais c'est inanticipable, le stade où on en est actuellement. Voilà. Bon, après aussi, la République est créée parce qu'elle a été créée parce que elle a pu exister puisque tout simplement les familles nobles n'étaient plus à la hauteur, mis à part la petite noblesse, puisque Mmh. comme disait Julius Evola, quand il parlait de la noblesse de cette époque, ils avaient plus la main faite pour tenir une manche d'une raquette que pour tenir l'épée. Exactement, c'est la décadence de la noblesse, c'est le Bah, on le voit le d'ailleurs à l'heure actuelle avec nos élites actuelles, hein, c'est la avec les décadence élites, hein, aussi, qui, et ça, ça sent la fin de leur régime aussi, hein. Je pense qu'on approche de exactement, quelque bon chose de nouveau. ça sent comme une fin de règne, quoi. Quand les gars, sont plus capables, de se défendre et sont giflés dans la rue, voilà, ça sent comme une fin de règne, quoi. Moi je dis ça de manière totalement innocente. Mais voilà, c'est, comme on dit, quand les nobles étaient plus capables de tenir une épée, mais plutôt, voilà, un manche de raquette ou un manche de je sais pas quoi, un manche à couilles le plus souvent du temps. Voilà, quand ils étaient plus occupés à s'enculer et à se poudrer le nez, qu'à faire, couler le sang de leurs ennemis, peut-être qu'il y avait un début de quelque chose qui pouvait, créer une révolution. Aujourd'hui, il me semble qu'avec Emmanuel Macron, on a aussi un beau candidat plus proche, du, heu, du braquemar, de chair que, du braquemar d'acier, et de la poudre, non pas peut-être de maquillage, mais pareil qui arrive au niveau du nez. Mais tu vois, Louis XVI, c'est bien qu'il n'était pas comme son grand-père Louis XIV ou même comme ses ancêtres, parce que à l'époque, l'Angleterre a été fragile à un grand moment, bah, d'ailleurs avec ce qui se passait aux États-Unis, en Amérique. Donc il aurait pu largement envahir l'Angleterre, nous débarrasser des Windsor. Les Windsor n'auraient jamais existé, tu vois. Il aurait largement pu les dégommer une bonne fois pour toutes, mais il ne l'a pas fait parce que il était quelqu'un un peu simplé, un peu trop gentil. Et quand t'es roi, faut savoir avoir le juste milieu, pas trop être gentil, pas trop être méchant pour que ça puisse Mais bien ça filer droit. Et lui, il était un peu trop voilà, mais ça, on gentil. pourrait le C'est lier ce à qu'il dit. la décadence de la noblesse qui se lie aussi avec la décadence du lieu de pouvoir et de la citadinerie, quoi, du mode de vie citadin. En fait, les, heu, les nobles sont d'une certaine manière, presque embourgeoisés, alors
alors que la bourgeoisie à l'époque, ça commençait à être quelque chose, mais ça n'avait pas encore le pouvoir que ça a aujourd'hui. C'était pas la bourgeoisie de Marx, quoi. Mais c'était déjà en fait empâté, embourgeoisé, malgré des fortes traditions, hein, comme la chasse, ce genre de trucs qui leur permettaient quand même d'essayer de garder un physique correct. Mais c'était devenu des traditions, en fait. C'était devenu des la chasse, les duels. Voilà. Les duels, tout ça, c'était en fait des, je ne vais pas dire déjà des reliques du passé, mais c'était encore les garde-fous. Voilà. Aujourd'hui, la bourgeoisie a pris le pouvoir et tous ces garde-fous hérités de la noblesse ont complètement disparu. Donc là, on est face vraiment à une élite décadente. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a parlé de Béour. Je ne sais pas si tu as pu aller voir la vidéo que j'ai faite avec Paul. Paul, quand on a alors, visionné. Alors, j'ai pas vu. Il fait du Béour? C'est le. Oui, il fait partie des Comtois. Des Comtois, Il ok. était en République tchèque quand ils ont gagné le championnat du monde. Ok, ah oui, oui. Il était présent. Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a raconté alors? Il n'était pas un peu déçu de ne pas gagner face aux Russes? Ben ouais, les Russes étaient pas là et les Ukrainiens non plus, parce que les Ukrainiens sont aussi une grande nation. Nation, les Ukrainiens aussi, de Béour. Et d'ailleurs, les forgerons, pas mal de matos sont forgés par des Ukrainiens, d'ailleurs. Et oui, c'est un gros problème, c'est la guerre pour le milieu médiéval, la guerre en Ukraine, parce qu'en fait, la plupart du matos venait d'Ukraine, grâce au taux de change et leur passion qu'ils avaient du Moyen-Âge, on pouvait se fournir en matériel pour une somme accessible, nous, en Europe, grâce à ces artisans-là. Donc, c'est un sacré problème, quoi. Bien sûr. Et donc, j'aimerais qu'on revienne à ce qui s'était passé pour toi par la gifle, parce qu'il y a des gens, il y en a, ils t'ont insulté un peu de tous les noms. T'as pas reçu des menaces de mort, d'ailleurs? T'avais dit, il n'y a pas des gens qui t'ont... Alors, des menaces, j'ai reçu une menace en prison, où c'était, enfin une menace, c'était une espèce d'incantation maléfique, du genre que la misère sociale s'abatte sur toi, je sais plus quoi. Un sort, quoi, on t'a acheté un sort. Voilà. Un truc comme ça. Une espèce de voilà. Donc cet homme n'était visiblement pas au courant que j'étais déjà dans la misère sociale. Mais non, mais c'est le seul truc que j'ai reçu sur des centaines de lettres. Je ne saurais pas combien dire j'en ai. J'en ai un classeur comme ça, et toutes d'une clairvoyance et d'une bienveillance exemplaire. Donc c'est le seul truc vraiment que j'ai reçu. Très peu aucune menace dans la rue. Je ne suis pas inquiété. Je suis remercié qu'on me reconnaît. Les gens viennent me remercier. Alors, le seul endroit vraiment où j'ai eu des contradicteurs, vraiment, c'est sur le plateau de Touche pas mon poste. C'est quand tu vas dans le nid, comme on dit. Quand tu vas dans le nid, voilà. C'est là que... Dans le nid, mais ces gens-là, où sont-ils? Où sont-ils dans la rue? Je ne les vois pas. Je ne les vois pas, ils n'existent pas. Je n'ai jamais été inquiété. J'ai reçu que des lettres bienveillantes et d'une clairvoyance exemplaire. J'ai toujours des commentaires extrêmement bienveillants. C'est extrêmement rare. Et d'ailleurs, suite à la réforme des retraites, qui a eu lieu peu de temps après, j'ai même vu des gens, parce que c'est vrai que dans le feu de l'action, il y avait énormément de commentaires aussi négatifs sur mon Instagram. Il y avait une avalanche de tout, en fait. Bon, je dirais, on est à peu près à 90%, 75% de positifs, mais il y avait quand même des rageux. Et sur mon Instagram, donc qui n'est pas énorme, mais en tout cas, si vous voulez me suivre, c'est plutôt là qu'il faut aller, mon Instagram Damien Tarel. Des gens sont venus sur Instagram et Twitter s'excuser suite à la réforme des retraites, me dire: excuse-moi Damien, je n'avais pas compris ton geste, je pensais que tu étais un débile, etc., etc. Maintenant, je comprends. En fait, tu avais raison. Donc, c'est un peu triste de se rendre compte qu'il a fallu la réforme de retraite pour que les gens s'en rendent compte, mais au moins, ça prouve quelque chose que j'ai un peu spéculé, c'était qu'il y a peut-être 15%, d'ailleurs, là, j'étais à Paris, hein, une Parisienne m'a dit que 75% de la population était avec moi, alors que moi, je me suis dit, pourtant, je suis dans le fief de Macron. De son point de vue, c'est un peu étrange que 75% sont d'accord avec moi. Moi, je pense qu'à la campagne, 75% des personnes sont d'accord avec moi, mais en ville, je ne l'estimais pas comme ça. En tout cas, pour elle, c'était ça. Et en tout cas, les 25% qui restent, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'histoire me donnera raison. Et si on demande dans 20-30 ans à ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont pensé de la gifle, ils diraient, avec le recul, je pense que oui, en fait, il avait compris certaines choses. Il avait anticipé certaines choses. C'est une évidence, parce qu'en fait, ces gens-là vont se prendre un mur.
C'est juste qu'ils n'en ont pas conscience, ils ne le voient pas arriver. Mais à un moment, ce mur va être sur eux. Voilà, donc Oui. à part une très faible élite, je pense que voilà, on va être sur une approbation de la gifle à 99% dans une dizaine d'années. Voilà, Oui, mais on l'a pas dit, mais ton avocat, c'était Juan Branco, qui est Juan aussi Branco, oui. issu de l'élite. Et lui, tu avais justement expliqué que là-bas, dans tout ce nid-là, ils, ils, ils étaient vraiment déconnectés du réel, Oui, oui, oui. suite aux gestes et tout ça. Déconnectés du réel, ils avaient une incompréhension, mais c'est ça qui était fou, en fait. Ce qui était fou, c'était une incompréhension qui frôlait le manque d'intelligence. Enfin, ils ne sont pas très malins, et ce n'est pas une élite intellectuelle, hein, comme on l'imagine, mais c'était que leur déconnexion les rendait encore plus idiots que ce qu'il était réellement. C'est-à-dire que quelqu'un d'à peu près intelligent, mais de véritablement opposé à ma gifle, aurait compris quand même quelque chose. Et se serait dit, je pense qu'il a tort pour X raisons, mais je suis capable de comprendre le geste. Je suis capable de le comprendre mécaniquement. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Là, notre élite est tellement déconnectée que pour eux, c'est de l'incompréhension totale. C'est aberrant. Ils sont complètement en état de sidération. Et c'est très intéressant de voir justement la sociologie du rapport à la gifle. C'est que plus on monte dans les castes, plus on monte dans les hiérarchies, que ce soit administrative ou autre, même dans l'administration publique, hein, plus les gens sont opposés à la gifle. Donc c'est un marqueur de distinction sociale nette, vraiment, hein. C'est-à-dire, par exemple, à gauche, alors que j'ai clairement assumé mon royalisme, hein. À gauche, tout le monde est favorable à cette gifle. Et dès qu'on monte, que ce soit dans la hiérarchie de la politique à gauche ou de quoi que ce soit, eh ben les gens le sont de plus en plus opposés. C'est la même chose à droite, même s'il y a peut-être une plus forte adhérence à droite, mais c'est la même chose dans la fonction publique, et c'est la même chose dans Ah, le privé aussi. ah, bien sûr. Mais je suis pas étonné, hein, je suis pas C'est étonné. un De toute étalonnage. façon, qui est étonné aujourd'hui, j'ai envie de te dire. De toute façon, on sait que la plupart de ceux qui ont voté Macron sont soit des retraités, soit des cadres. Donc, Bien sûr. ça donne ça donnait déjà le ton. Bah, les prolos, ils ont pas voté Macron, hein, ça c'est une certitude. Les prolos votent majoritairement Marine Le Pen. Oui, les prolos Donc, alors je serais un peu plus nuancé en disant qu'il y a quand même une petite part qui vote aussi pour Mélenchon parce qu'il y a quand même une gauche historique encore, hein, Mélenchon, c'est plus les fonctionnaires, style prof, tout ça, là. oui, oui, mais il y a une gauche quand même Ça, un peu historique, quoi. Il y a dans les campagnes, voilà, qui vient Ah, de la gauche communistes. historique, oui, si tu veux parler des ouvriers syndicalistes qui, comme Poutou, tu vois, Voilà. qui a plus travaillé en 3-8 depuis je sais plus combien d'années, mais qui, tu vois, qui veut représenter le monde ouvrier. Bon, ouais, d'accord, qui Oui, passent oui. leur chemin, ces gens-là. Ils font Oui, mais rien. après ces gens-là, quittent de plus en plus la gauche, telle qu'elle est aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte qu'elle ne leur parle plus, en fait. Non, Mais parce que les ouvriers aujourd'hui, ils sont partis chez Le Pen, qu'alors historiquement ils étaient communistes ou socialistes. Et aujourd'hui, chez les communistes et les socialistes, notamment ou à l'extrême gauche, leur nouvelle clientèle, ils visent la communauté musulmane. Tu oui. vois, c'est leur nouveau, c'est eux qui visent aujourd'hui. C'est vrai que voilà, quand tu regardes la carte de France, moi j'adore, parce qu'en fait, comme je te dis, je pense que c'est vraiment la terre en fait qui définit qui on est. C'est pour ça que quand je me présente, je dis: «Je suis un jeune Drômois». Je suis de la Drôme en fait, c'est ça qui me définit avant tout. Et quand tu regardes la carte de France des élections, bah, tu remarques que donc c'est du Le Pen à peu près de partout, hein, sur, toutes les petites communes. Il y a des fiefs, mélenchonistes à gauche, dans les campagnes, il faut dire ce qui est. Et quand tu regardes les villes, quand tu zoomes sur les villes, bah, en fait, tu as les grosses taches jaunes, orange macronistes, et tout autour, sur la banlieue, que ce soit banlieue bourgeoise ou banlieue musulmane, banlieue prolétaire, hein, comme on dit, Mm. et ben c'est du rouge, quoi. C'est-à-dire c'est des Oui, c'est macronistes Mélenchon. cerclés de communistes, cerclés de, pas de communistes, d'insoumis, plus ou moins. Mais c'est pas du tout les mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est pas du tout le même profil de gauche que les mecs des campagnes. Moi, je connais un collègue qui tractait Zemmour dans la rue. Il est tombé dans les campagnes, hein, il est tombé sur des gens qui tractaient France Insoumise, des vieux boomers qui tractaient France Insoumise, des vieux communistes.
Ils se sont très bien entendus. Ils ont dit on n'est pas d'accord, mais voilà, il n'y a pas eu d'hostilité en fait. Alors qu'il y en avait qui étaient zémouriens et les autres mélenchonistes. Donc, ça aurait été Non, parce que ça aurait été des jeunes des villes, par exemple, ça aurait été une ambiance totalement différente. tu parles de ces boomers communistes, mais ces gens-là ont encore une culture politique. Bien C'est ce sûr. qui les différencie. C'est ce Parce qui que différencie les gens d'aujourd'hui, ils n'ont aucune culture politique, tu vois. Ils votent Macron parce qu'il est jeune et dynamique, tu vois. Voilà, c'est L'image, le marketing de base aujourd'hui. Vu qu'aujourd'hui, c'est que du marketing, on s'en fout du produit, mais on veut juste, tu vois, l'emballage. C'est ça que j'aime pas dans la On République achète, et dans la démocratie. on achète parce que l'emballage est beau, tu vois. C'est qu'en fin de course, t'en viens à faire de la politique marchande, quoi. Vraiment de marchand. Mais de toute façon, déjà au Moyen-Âge, tout ce qui était république, c'était des cités marchandes. Donc, peut-être qu'il y a un lien. Oui. Et tu as parlé de Hanouna. Moi, j'aimerais savoir comment c'est de l'intérieur l'émission TPMP. Parce que tout le monde a vu comment ça s'est passé sur le plateau, mais de l'intérieur, comment ça se passe? Comment c'est l'intérieur d'Hanouna? Branco en a fait. Ça m'a choqué parce que Branco vient d'un milieu bourgeois et il en a fait une description. Il a été à l'école avec notre ministre de l'Éducation. Voilà, et il a fait 2-3 petites blagues. D'ailleurs, je recommande à tout le monde qui passe sur cette chaîne d'aller voir l'interview qu'a fait Je suis pas content de Juan Branco. Ah, où là, bien. on sait totalement le personnage. Oui, mais j'avais spéculé certaines choses sur Juan Branco et là, il les balance et j'avais prévu que c'était ce genre de personnage. C'était pas le cas au début. Hein. Quand je l'ai contacté, j'étais très méfiant. Je me suis dit, qui c'est cet homme? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et donc, il a fait une description du plateau de Hanouna qui était très intéressant, alors que lui, il vit un peu presque dans ce milieu et moi pas du tout. Et pourtant, on a vécu le même décalage. C'est-à-dire d'arriver dans ce milieu-là où tout est très par caste. Hein. Il y a le petit surtout en France, responsable de la communication, c'est le petit blanc. Le mec responsable de la sécurité, c'est le gros black. T'as la jeune fille qui va arriver, qui va te faire le maquillage et mettre un petit panier comme ça de bonbons, de sneakers dans ta salle d'attente. On vient te voir plusieurs fois. Oui, vous inquiétez pas, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça pour te rassurer, de brosser dans le sens du poil. Et après, d'un coup, on te jette dans la fosse au lion. Mais après, ça je m'y attendais. Mais c'est intéressant de voir toute cette hypocrisie ambiante, ce côté-là. Hanouna qui se la joue très sympathique, puis en réalité qui est très faux cul, tu vois, qui essaye de. Mais il essaye quand même d'être sympathique. Il essaye de jouer franc jeu, mais on sent que. Par exemple, moi, j'ai voulu le remercier juste à la fin de m'avoir invité quand même, alors que c'était un putain de traquenard. Mais de manière totalement honnête, merci de m'avoir invité quand même. Tu vois, j'aurais voulu lui dire, il est passé très rapidement dans le couloir, il s'est retourné avec un sourire le plus faux cul qui m'ait jamais été donné de voir. Et pour dire, oui, oui. Même pas me serrer la main, rien du tout. Tu vois, de peur, peut-être que je l'agresse, j'en sais rien, que je puisse me manger. Enfin bref. En fait, honnêtement, il savait ce qu'il venait de faire. Je pense que c'est pour ça. Il savait ce qu'il venait de faire et il avait honte. Donc bon. Donc voilà, une ambiance très particulière. Au final, je plains ces gens-là qui, entre deux faux clashs, prennent des médicaments sur le plateau même, en les cachant derrière des boîtes de tic-tac, qui ont les yeux complètement révulsés par des substances. Et tu vois, je voulais aussi te poser cette question. On dit justement que les chroniqueurs jouent un rôle, tu vois, qui sont pas eux-mêmes. Toi, tu l'as remarqué ça directement, que ils surjouaient tout ça. Pour certains, oui. Et pour d'autres, non. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ces gens-là, pour certains, sont véritablement déconnectés, sont véritablement à côté de la plaque. Gilles Verdez. Verdez, je ne veux pas les citer. Enfin, je sais que les gens aiment bien les noms. Ils aiment bien qu'on cite des noms. C'est pas très intéressant de citer les noms, par exemple. Nous, il y en avait une. J'ai lui parce que lui, il sort des trucs. Il n'y a que lui qui oui, le sort. Mais c'est tous. Ils ont tous un petit personnage. Leur but, c'est de camper leur personnage et de l'exagérer et de faire le maxi clash possible, tu vois, pour pouvoir faire le buzz. Mais au final, ils deviennent presque ces caricatures d'eux-mêmes. Et c'est terrible pour eux. C'est terrible.
Donc, ouais, c'est par exemple, l'exemple que j'aime bien ressortir, c'est qu'on était avec Branco sur le plateau d'Hanouna. D'ailleurs, je signais un truc comme quoi j'avais pas le droit de révéler les machins, je m'en fous, je révèle tout. Cette fois-ci, j'avais quelqu'un qui était de mon côté parce que j'avais amené Branco et ils se sont dit, on va pas lui faire 2 fois le 1 contre 10, quand même, on va peut-être mettre quelqu'un. Et il y avait une jeune fille, je sais pas quoi, qui était un peu estampillée à droite. Et personne se laisse parler. Tout le monde veut se voler la parole pour être la star du truc. Et, et cette jeune fille était de notre côté, elle voulait nous défendre. Donc, à l'entracte, elle revient nous voir et elle nous dit non, mais faut me laisser parler parce que je suis de votre côté. Moi, je cherche à vous aider, je suis de votre côté, donc laissez-moi parler, machin. Et en fait, bon, elle n'avait pas grand-chose à dire à part qu'elle était de notre côté. Voilà, elle voulait qu'on la laisse parler, alors que bon, c'est même pas nous qui l'interrompait. Ces gens-là, voilà, veulent. C'est terrible, franchement. C'est pas la Delphine Westpizer parce que elle avait dit justement elle qu'elle votait Le Pen, tout ça. Elle avait Je dit sais sur pas, le plateau de Nouna peut-être que c'est Débat. C'est elle. peut-être elle. C'était une jolie jeune fille, en tout cas. Bah, c'est Pas. une ancienne Miss France, donc Ouais, peut-être c'était ça. En tout cas, c'était ça a l'air pas. d'être elle, je pense. Personne sur ce plateau ne respire l'intelligence. Hein. Enfin, vous le voyez de votre point de vue de spectateur, mais moi, je vous le dis de point de vue de participant, hein, depuis les coulisses. Hein. Personne sur ce plateau n'a une quelconque faculté intellectuelle et physique. Mais Hein. ils vont tous là-bas parce que déjà parce que l'émission de Hanouna est cotée et puis qu'ils sont bien aussi payés. C'est pas pour Hanouna qu'ils Oui, vont, ils sont ils payés vont pour 500 se balles montrer ou l'émission. pour se relancer parce qu'ils espèrent que ça va relancer leur carrière. Certains, on a vu Benjamin Castaldi par exemple aller là-bas depuis qu'il s'était fait dégager de Secret Story, tu vois. Et au fin de compte, vu qu'il disait des choses, machin et tout, sur le plateau d'Hanouna, il y a des producteurs qui ne veulent pas le faire bosser, tu vois. Aujourd'hui, parce qu'il passait à une radio, je ne sais plus laquelle c'était, il avait dit justement qu'il galérait aujourd'hui pour qu'on lui donne des émissions et tout, tu vois. En fin de compte, ça les plombe, les gars. Donc. Oui, parce que c'est un piège à con. C'est un piège à con même pour eux. Mais après, c'est un milieu. Ah, c'est plus titre. Hein. Ah oui, Tu vois, quand je suis arrivé sur Paris, déjà, bon, j'arrive à la gare, je vois cette ambiance. Et en fait, à mesure que je m'avançais, je me rapprochais du plateau, j'avais l'impression de pénétrer à chaque fois dans un cercle plus profond de l'enfer. Tu vois, c'était l'enfer de Dante. Tu vois, au début, j'arrive dans la gare de Paris, qui a mis déjà un microcosme. Puis j'entre dans Paris, cette ville. Puis après, il y a un Uber qui vient me chercher pour m'amener vers les plateaux de TF1, tout ça. Je passe par des immeubles, des espèces de tours déconstruites, multicolores, ou peut-être des gens habitent, je ne sais pas. Des trucs qui ne ressemblent à rien. Et je pénètre comme ça dans cet enfer chtonien, tu vois. Et après, j'entre dans ce plateau où là, il y a un microcosme complètement aberrant, où chacun a sa place. On est presque face à des. Tu vois, on est presque dans des castes, mais presque de race, tu vois. C'est très étrange. Et on est face à une espèce d'ambiance faux cul, une espèce d'ambiance bourgeoise et en même temps très huppé, et en même temps très style on est copains, tu vois. Très étrange. Et après, on te lâche sur ce plateau où tu as un mec qui joue un prolo et qui essaye de m'attaquer en me disant ouais, mais toi, t'es pas gilet jaune. C'est pas Raymond? Ouais, Raymond qui s'appelle Le pas Raymond livreur. d'ailleurs, qui s'appelle pas Raymond, quoi. Je veux dire, c'est pas son vrai nom, Raymond. Enfin bon, c'est tout un monde, quoi. Je sais plus comment il Mais s'appelle. c'est un gars qui s'est fait connaître, si tu veux, c'est chez RMC, c'était un auditeur de l'after-foot, tu vois. Après les Ouais. matchs de Ligue 1, supporter du PSG, le mec, en fait, il s'est fait connaître comme ça, ils nous ont invités parce que c'était un bon auditeur, et puis le mec, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître parce qu'il est livreur à la base. Ouais, mais je sentis, tu vois, sur la deuxième émission avec, avec Branco, où à la fin, il se sentait coupable. Tu sais, il disait, mais tu fais chier parce que je suis d'accord avec toi en plus. Tu vois. Et il se sentait mal, tu vois. Il se sentait mal parce que je pense Oui, qu'il non, avait mais lui, besoin quand même de c'est sentir. un ouvrier, Je pense que les gens n'étaient le pas de son Raymond. côté, Donc, tu vois. Et que les ouvriers ont commencé à lui taper dessus, tu vois. Et il était là, et il comprenait pas parce qu'en fait, ça fait trop longtemps qu'il est sur le plateau de nous là maintenant. Il est déconnecté, en fait. Et c'est terrible pour lui parce que bon, il n'est pas très et intelligent puis à il la est base. bien payé, hein. Et il l'avait Oui, reconnu d'ailleurs qu'il était bien payé par un oui, moment. oui, il est bien payé Qu'il n'était pas à se plaindre là-bas. pour faire le prolo de service sur le plateau d'Hanouna. Et puis au final, enfin bref, Ben, c'est un peu ça, c'est un peu pour. J'ai l'impression qu'il prend certains aussi chroniqueurs pour se moquer de certaines catégories bien sociales sûr, il y avait. ou de autres, tu vois. Par exemple, il y en C'est, avait une sur le premier plateau, je sais plus comment elle s'appelait.
C'était une vieille dame qui avait toujours des chapelets, et je voyais qu'il se faisait beaucoup Ah, mais moquer oui, d'elle dans les émissions. Isabelle Morini-Bosque, elle s'appelle. Oui, bah, C'est une elle est venue me journaliste. voir à la fin de l'émission, elle m'a dit: «Bah, vous savez, mais moi je suis d'accord avec vous, hein». Et je m'étais dit: «Waouh, d'accord». Je lui dis: «Mais pourquoi vous n'avez pas participé?» Et bon, je voyais bien qu'à chaque fois qu'elle parlait, tout le monde se foutait de sa gueule. Hanouna faisait une blague et puis voilà, on se moquait, c'était un peu la vieille boumeuse, tu vois? Et je lui dis: «Pourquoi vous n'avez pas participé à l'émission?» Elle me dit: «Ah, parce qu'on me laisse pas parler, hein». On me laisse pas parler parce non, je lui dis: Oui, non, mais parce que j'avais pas le droit de parler». Et je lui dis: «Mais pourquoi donc?» «Bah, parce que je suis d'accord avec vous». Et à oui, la non, fin, elle m'a mais dit: «Vous savez, je suis journaliste, alors je vous donne ma carte aussi». ouais, ouais, non, mais tu sais que Castaldi, c'est ce qu'il a dit à la radio où il était passé, j'ai plus le nom de la radio en tête, où il disait justement il pouvait pas dire ce qu'il pensait. Il l'a Mais dit. c'est presque pervers, hein, parce que c'est faussement une ambiance à la, on est tous copains et puis, donc c'est Ah, encore mais plus Hanouna, pervers c'est un qu'une grand émission avec manipulateur, un hein. directeur de Beaucoup publication, de gens quoi. qui ont bossé avec lui l'ont dit, hein. Ouais, mais bon, on s'y attend, c'est ça la télévision. Bon, je veux pas, je vais pas critiquer la télé, j'ai pas de télé moi, de toute façon je regarde pas ça. Je sais ce que c'est. Quand on voit les programmes qu'il y a Ouais, quand on voit les programmes aujourd'hui, qu'il ouais. y a. J'ai fait une cure de télévision, 3 mois en tôle, je peux te dire que je me suis rappelé pourquoi j'en avais pas. Mais c'est très intéressant. C'est là que j'ai vu, je me suis dit: «Pourquoi, j'ai giflé Macron et pourquoi d'autres ne comprennent pas?» Parce que c'est sûr que si tu regardes la télé, tu comprends pas, tu vois? Il y a plein de choses que tu comprends pas. Il y a plein de choses que tu manges comme de la merde. C'est, par exemple, moi, quand je suis rentré en prison, j'avais à peu près, sur tout ce qui était, covid, machin, j'avais à peu près, 3-4 mois d'avance sur ce qui se disait à la télé. Les choses que nous, on disait déjà Mmh. en en bouche à oreille et on va dire en culture internet, sont arrivées en prison, voilà, 3-4 mois après que nous, c'était déjà bien établi dans notre tête que ça allait arriver. Il a fallu, je crois, ça faisait 1 mois et demi que j'étais en tôle, que le pass sanitaire a été imposé. Parce qu'à la base, il était pas imposé, hein, le pass sanitaire, il y avait pas ça et nous, on savait que ça allait arriver et hem que le pass sanitaire a été imposé et il a fallu attendre 1 mois et demi avant que quelqu'un sur un plateau télé commence à parler du problème politique qu'il y a derrière l'imposition du pass sanitaire et autres quoi et éthique il a fallu attendre 1 mois et demi alors que nous, on en parlait Et déjà il y a 5 mois plus tôt. Voilà. ouais, et tu vu aujourd'hui, ils disent tous pardon, hein, Raoul. Ouais, ils disent tous pardon. Mais ça je te dis, tout ce qui va se passer, le problème c'est que, le drame de notre époque, c'est d'avoir raison trop tôt. C'est ça le D'avoir truc. raison trop tôt parce qu'au final tu as tort, tu vois? Et même là, on regarde, tu vois, un autre exemple à la con, sur, l'actualité, là récemment, il y a le jeune de Crépol là qui s'est fait Mmh. tuer. Et des mecs de droite ont dit: «Ouais, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes». Les journalistes les ont accusés. Lui: «Vous pouvez pas dire ça, c'est des spéculations, on sait pas, on sait pas, on sait pas» et on apprend que c'est les mêmes, tu vois? Que c'est des jeunes de banlieue et cetera et cetera. Et là, ils disent: «Oui, mais ils avaient tort parce qu'ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne pouvaient pas savoir aussi vite». Voilà. Donc là, tout ce qui est covid, Ouais. machin, machin, si dans 10 ans, on aura sûrement raison, mais on avait tort parce qu'on ne pouvait pas savoir. On ne pouvait pas avoir raison avec raison. Voilà. Donc le drame, c'est d'avoir raison trop tôt. C'est ce qu'on Mmh. appelle l'intelligence, hein. L'intelligence, c'est une capacité de réflexion, une capacité de projection, de savoir, qu'est-ce qui va se passer, de savoir, quelle est la suite d'événements, vers quoi elle nous amène, en fait. C'est, voilà. Enfin bon. Et je voulais savoir, du coup, comment c'est, dans les prisons françaises? Parce qu'il y a eu récemment un documentaire qui a été tourné sur, la prison des Baumettes, il me semble. Donc je voulais Ouais. savoir, comment c'était toi, comment tu l'as vécu personnellement? Quel constat tu peux en faire? Alors c'est marrant parce que j'ai vu des stories Instagram justement où on voyait, des des gens de la prison de Valence qui étaient avec des piscines et tout, qui exposaient leur Air Max, leur boîte de sneakers et de M&M's et tout ça. Alors c'est vrai que c'est choquant parce que c'était la même cellule que moi. Moi j'avais pas tous les sneakers. Alors en fait, je t'explique rapidement. La prison, c'est un autre milieu et l'enfer de la prison, c'est le même qu'à l'extérieur et c'est ça qu'on oublie. C'est qu'en fait, l'enfer de la prison, le véritable emprisonnement, il est administratif. C'est la prison administrative, c'est la prison bureaucratique et moi, quand je suis rentré en prison, j'ai mis 1 mois et demi à pouvoir recevoir des visites, avoir accès au téléphone, recevoir des bouquins et cetera. Le seul truc que j'avais au début, c'était des lettres qu'on m'envoyait et une télé qui était, de base.
Et je peux dire heureusement que j'avais ça, parce que j'avais pas de sortie, rien du tout. On était en période de Covid, c'était très compliqué. On a décidé de nous mettre à l'isolement. Bref, c'était vraiment très, très dur. Mais j'ai appris plus tard que si je voulais me mettre à l'aise, j'aurais pu me mettre à l'aise. Eh ben, en fait, mais il fallait connaître les codes, il fallait savoir par qui il fallait passer, Ouais. que ce soit d'un point de vue illégal, hein, parce qu'il y a des choses illégales qui traînent, ou d'un point de vue totalement légal, en faisant des demandes, en faisant des commandes de choses qui venaient de l'extérieur, etc. Mais la chose, par exemple, qui m'a choqué, la première chose qu'on m'a donnée en prison, alors j'ai pas tout de suite compris comment ça fonctionnait, mais en tout cas, on m'a expliqué que je pouvais le faire, c'était que je pouvais acheter des choses. Donc en prison, tu perds tous tes droits, tu peux pas voir ta famille, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, mais tu as un catalogue où tu peux acheter de la saucisse halal et des sneakers, tu vois, et des clopes. Donc en fait, tu perds tous tes droits, mais le droit de la consommation, lui, tu l'as pas perdu. Moi, je trouve ça un peu fou. Je trouve ça un peu fou. C'est-à-dire que tu as le droit à plus rien, mais tu as quand même un catalogue de supermarchés, d'épiceries, quoi, où tu peux commander des trucs. Et même, tu peux même commander des choses de l'extérieur. Ça, j'ai appris plus tard. Si j'avais su, j'aurais commandé des bouquins, des machins, des choses comme ça. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Moi, tout ce que je commandais, c'était des œufs et du lait. Quand j'ai eu accès à une histoire parce qu'il y a toute une histoire de compte en banque spécifique à la prison, etc. Donc je sais pas comment font les autres pour avoir autant de pognon en tôle. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup de temps. Donc Ils ont des business lucratifs à côté tu qui n'as pas beaucoup continuent de à tourner. dépenses en tôle. Tu n'as pas beaucoup de dépenses. En dehors du business lucratif, tu n'as pas beaucoup de dépenses. Donc il suffit que tu bosses un peu en tôle, tu vas te faire quelques petits sous, et puis après tu peux t'acheter des petits trucs, et puis ça t'occupe. Tu te fais chier. Hein. Le véritable bourreau de la cellule, c'est l'ennui. Hein. Mais oui, sinon, au niveau des cellules, tout ça, de l'infrastructure de la prison même, je veux dire, est-ce que c'est confort ou est-ce que c'est vraiment, comme certains disent, ils n'arrêtent pas de se plaindre qu'ils sont mal logés, machin et tout? Comment c'est? Alors, la prison de Valence est assez moderne, donc elle est assez confort. Moi, j'étais à l'isolement, donc j'avais la chance d'avoir une cellule pour moi tout seul, mais elle était quand même du coup un peu plus petite, je pense. Mais en tout cas, c'était je pense qu'il y a des Parisiens qui sont moins bien logés. Hein. C'était très petit, mais moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'espace. La place, c'est pas très important. Mais par contre, oui, tu as un bureau, une télé, un meuble pour ranger tes affaires, un petit frigo pour stocker ta bouffe, une petite cuisinière, douche, toilette et un lit. Donc, écoute, moi, j'ai pas besoin de plus. Au bout d'un moment, j'ai eu accès à la salle de sport, j'ai pu faire un peu de sport, voilà. Je sais que dans la prison de Valence, par contre, il y avait un problème de surcharge, mais ça, c'est de toute prison de France, et ça, c'est un très, très gros problème, où il y en avait, ils étaient à 3 par cellule, donc c'est des cellules, tu as des lits superposés, et tu rajoutes un matelas par terre pour qu'ils dorment. Donc ça, c'est pas normal. Mais bon, l'important, c'est qu'au moins là, moi, j'avais la chance de pas être dans une prison qui était vétuste, comme c'est le cas dans plusieurs prisons parisiennes et des choses comme ça. Où là, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas possible. Non, on n'avait pas les rats qui se baladaient, quoi. Ok. Donc, il y a des conditions. Je dirais, si je dois faire un retour sur la détention, il y a des choses que je condamnerais, d'autres choses que je dirais qui sont bien faites. Je trouve en tout cas que les peines de détention sont en général des peines mésadaptées. Hein. C'est un peu le truc par défaut. Hein. Par défaut, on te met en prison, et puis voilà. Mais je trouve que c'est très, très mésadapté, et ça n'a pas vraiment de bénéfice pour personne. Hein. Puis j'ai appris, un prisonnier, ça coûte 1000 balles par mois. Donc j'étais plus cher en prison qu'au RSA ici. Donc en fait, ils m'ont condamné. En fait, là, ils se condamnent tout seuls, je veux dire. Financièrement parlant, je veux dire, c'est. Ils s'en foutent, c'est pas leur argent. Oui, ils s'en foutent, c'est pas leur argent. Mais voilà, mais je veux dire, les juges, en me mettant 3 mois en prison, c'est inutile. Enfin, je veux dire, mais après, ils en sont fiers. Tu vois, je regardais quand j'étais en prison, c'était le moment du procès de Salah Abdeslam. Et Le terroriste. Ils exposaient avec une fierté incroyable la gigantesque salle de procès immonde qui avait été construite pour ce procès incroyable, avec des milliers de pages de dossiers, des machins, des trucs. Enfin, c'était pour eux, ils avaient construit la Tour Eiffel, tu vois, la Tour Eiffel de justice. Et c'était fabuleux. Regardez cet imbroglio administratif. On va faire la justice. Regardez, on n'oublie rien. On n'oublie pas un témoignage. Rien n'est mis à l'écart, tu vois. Ça va être la justice dans son grand spectacle. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on a dépensé tout ce pognon, on a dépensé toute cette énergie pour qu'au final, on donne le droit à un terroriste de s'exprimer face à tout le monde et de dire ouais, j'ai bien fait de les tuer, c'était des mécréants, tu vois, plus ou moins.
Donc, C'est ridicule. ce qu'il a dit. Ouais, ridicule. Ridicule. Voilà ce que c'est la justice aujourd'hui en France. Voilà pourquoi on les paye. Donc, c'est ridicule. Bref. Bah, d'ailleurs, on a vu cette démonstration encore avec Dupond-Moretti, qui a eu son jugement il n'y a pas si longtemps. Ouais. Jugé par des juges qu'il a mis en place, tu vois. C'est une parodie de justice. Le truc, c'est que la justice, dans sa grande idée, n'aurait d'utilité que dans le cadre de ces jugements-là bien précis. C'est-à-dire quand il faut déterminer la véritable nature d'un délit ou d'un crime. Le mien, c'en était un. C'était un jugement très important. Celui de Dupond-Moretti aussi, celui de Benalla aussi. Tout ça, ce sont des jugements qui sont fondamentaux. Tout le reste, la justice populaire aurait fait mieux, en fait. Donc, en fait, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Parce que quand vous avez une utilité qui est celle d'incarner la justice telle qu'on s'en fait l'idée, eh ben, vous étalez dans la médiocrité. Donc, en fait, vous ne servez à rien. Salah Abdeslam, la justice populaire lui aurait mis une balle dans la tête, ça aurait été réglé. Voilà. Ah ben, il aurait fini à la guillotine. Voilà. Dupond-Moretti, je pense qu'il y avait peut-être des choses à dire, il y avait peut-être des choses à exposer. Voilà. Quand il y a une ambiguïté quelque part, c'est là qu'il faut intervenir, les gars. Quand il y a une ambiguïté sur la remise en question de notre système, parce que d'un coup, un homme qui a 75% d'approbation dans l'opinion publique gifle un président qui a été élu, peut-être que là, il y a des trucs à mettre en. Il y a peut-être un procès exceptionnel qu'à faire. Et pas juste à dire ah, c'était un nazi. Et oui, les gars. Et oui, les gars. Ben, vous avez loupé le coche de l'histoire. Vous finirez dans les poubelles de l'histoire. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et tu vois, je vais encore en rajouter. Il y a aussi récemment cette histoire avec le sénateur là, qui a drogué une députée pour l'agresser sexuellement. Et le mec, sa défense, attends, je sais pas si tu as suivi sa défense. Il dit ouais, je suis. Parce qu'ils lui ont retrouvé toutes les drogues dans le sang à ce sénateur. Ils lui ont fait des tests sanguins, ils ont tout retrouvé. Et le mec, pour justifier son geste et le fait qu'il se drogue, il a dit ouais, c'est parce que je viens de perdre mon père et puis j'ai mon chat qui est malade. Non, le chat, carrément. Ouais, tu vois où est-ce qu'on en est? Ouais, c'est. Voilà la justice, quoi. C'est pas... Non, mais j'en rigole, non, mais tu vois, c'est. Le mec, il se défend, il ose dire, via son avocat, pour sa défense, ouais, mais parce qu'il a perdu son père et parce que il est très soucieux de l'état de santé de son chat. D'ailleurs, si on a des éditeurs, je vous recommande tous la chaîne YouTube. Ah merde, j'ai oublié le nom. Attends, je la recherche rapidement. Je crois que c'est Justice. Ah, il y a quelque chose avec Justice. Et en fait, de quel livre tu veux parler? De la chaîne YouTube qui a filmé l'intérieur des tribunaux en France. D'accord. Et c'est là où, tu sais, il y avait une vidéo qui avait fait un buzz où un gars s'était défendu avec une gazeuse et qu'il était condamné et méprisé par le juge. Toi. En tout cas, il y a Justice dedans. Cherchez Justice, caméra dans les tribunaux. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Et là, vous verrez ce que c'est que les palais de justice. Mais sinon, rendez-vous. Enfin, c'est plus facile sur YouTube, mais allez-y vous-même, voir à quoi ça ressemble. Et ce qui est choquant, c'est que voilà, moi et Branco, qu'on débarque dans un palais de justice, en fait, on élève le niveau. En fait. Voilà. C'est-à-dire que la plupart des juges ne sont pas capables d'élever le niveau au-delà de ça, au-delà de moi et Branco, d'un jugement, d'un procès. C'est terrible. Mais ça a été dit, ça a été démontré par beaucoup d'anciens professionnels du milieu judiciaire ou même au niveau des universitaires en parlant de leurs étudiants, en disant que l'inculture de cette nouvelle élite est affligeante. Et en plus de ça, au niveau de l'éloquence, ils ont un vocabulaire, c'est zéro, hein, c'est limite wesh. Hein. Oui, tu vois, on en est à là. Hein. Au-delà du baragouinage administratif qu'on leur transmet un petit peu, en fait ça devient, tu sais, les parodies de flics qu'on voit, on fait alors le véhicule, tu vois, voilà, le flic il dit pas voiture, il dit le véhicule parce qu'on lui a dit que c'était un véhicule. Tu vois, il y a tous des termes comme ça valises, bah, c'est pareil en justice. Ils utilisent tous des termes valises pour faire croire qu'ils ont un langage faussement supérieur et en fait non, en fait non, et des fois ça transpire et on voit que
leur manque de verbiage, en fait, transparaît, quoi. C'est une honte. Enfin bref, on va pas faire le procès de la justice, même si la GIF, c'était l'occasion de faire le procès de la justice. Eh ben, écoutez, les gars, quand la justice, ça sera des mecs qui vont venir avec des fourches pour vous mettre au bout d'une corde, eh ben, vous ne pourrez pas vous plaindre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, et il y avait Mandrill aussi, il m'a parlé que tu faisais de la reconstitution historique aussi. Alors moi, je fais pas exactement de la reconstitution historique, mais même si je pratique un petit peu la reconstitution historique, moi je suis plus pratiquant d'arts martiaux médiévaux. Donc oui, ça sous-entend parfois qu'on se bat en armure, oui. On se bat en armure. Ok. De toute façon, arts martiaux médiévaux, on se bat avec des épées, hein, et des fois, on se bat en armure, sans Ouais, armure. non, mais parce que reconstitution historique, quand on entend reconstitution historique, on entend souvent les reconstitutions de la Première Guerre mondiale, de la Seconde, ou même Oui, des guerres napoléoniennes, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que je oui, pensais. aussi, en fait, je suis un passionné d'histoire, donc si tu veux, j'ai un casque de la Seconde Guerre, j'ai des choses comme ça. Donc ça m'arrive très souvent de me costumer et aller participer à des reconstitutions avec les collègues, quoi. Moi, j'adore l'histoire de la guerre en général. Celle que je préfère, c'est le Moyen Âge. Mais sinon, oui, j'adore ces ambiances-là, où des fois, je pars faire ce qu'on appelle des grandeurs nature. Donc ça s'appelle des jeux de rôle grandeur nature, où on part 3-4 jours complètement costumé dans le personnage H24, on dort sur place, il y a les tavernes, les machins, et moi je m'étais amusé, on avait fait un groupe où on était au moins 40 mercenaires, et on allait se battre dans la plaine, on allait négocier les contrats avec les autres factions, ce genre de choses, et puis voilà, et on se tapait dessus, on faisait des batailles, c'est marrant. Ça permet de se projeter. Et d'ailleurs, je voulais savoir, je l'ai pas posé la question à Mandrill, mais comment tu l'as connu, Mandrill? Comment vous êtes connu? Comment c'est connu? C'est très simple, c'est que suite à ma sortie de prison, j'ai été harcelé par plein de médias, BFM TV, tout ça. Alors, Ah bah oui, j'ai ok. choisi de répondre directement en sortant parce qu'il m'a attaqué dehors, et j'ai pris la décision de répondre à tout le monde. OK. À partir de là, je me suis dit: «Ah quand même, ça fait chier d'avoir répondu à BFM TV, à machin». Moi, ce que je voulais donner mon interview à Teddy Boy parce que, heu, Ah oui, d'accord. Ouais. c'était c'était pour moi la chaîne YouTube, un peu d'actu, de machin, enfin pas d'actu, mais c'était un peu pour moi, c'était le rond-point des gilets jaunes sur internet, tu vois? Je le voyais comme ça. Hmm. Là où tout le monde se rendait pour discuter, c'était la radio libre, avant que ça soit la mode des radios libres. Et Teddy Boy à l'époque ne faisait plus les radios libres, et je voulais à tout prix donner, avant de passer sur TPMP, j'avais pris une semaine où je répondais à aucun média après la sortie de prison. Je voulais à tout prix donner à un média internet, à quelqu'un que j'apprécie. Et Mandrill, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément quand il passait déjà à l'époque chez Teddy Boy pour faire ses, ces petites chroniques un petit peu Ouais, c'est ça, Pocadrille, là, c'est Tunnel. voilà, ces petits tunnels mystiques, j'adorais, et c'était un peu l'héritier de Teddy avec sa chaîne YouTube, Les Mysticosphères, que je suivais aussi, et donc je me suis dit: «Bah, banco Teddy, je vais passer chez toi», pas Teddy, Mandrill, «je vais passer chez toi», et Mandrill. on a sympathisé, on a discuté, et de toute façon, on a vu qu'on est sur la même longueur d'onde sur pas mal de choses aussi, Ah bah voilà. oui. C'est quelqu'un dont j'apprécie énormément l'intelligence, hem, donc voilà pourquoi je suis passé chez Mandrill, et pourquoi, et voilà, après je suis passé un peu chez KB aussi, KB que Chez la j'apprécie Pierre aussi. aussi, t'es passé. Chez Lapierre. Alors Lapierre, je voulais même, si j'avais pu, j'aurais même passé avant chez Lapierre. Mais le problème, c'est que Lapierre, on s'est manqué parce que mon collègue a contacté Lapierre et il a cru, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la communication web, mais il a cru que c'était un spam ou une connerie, tu vois? C'est genre, comme 10 000 mecs qui disent: «Ouais, je connais Damien Tarel, mon cousin était ami avec lui en primaire», et il a cru que c'était ça, sauf qu'en fait non, c'était mon meilleur ami avec qui j'étais en contact, je lui ai dit: «Bah, contacte Vincent Lapierre, on va voir s'il se peut pas, lui répondre à l'interview». Et du coup, après, il a fait une annonce Hmm. sur Facebook en disant: «Je cherche à contacter Damien Tarel, est-ce que quelqu'un a un contact?» Et on lui a répondu: «Mais on t'a envoyé un mail, Lapierre». Et il était deg de pas m'avoir fait passer, avant TPMP, tu vois? Bah oui. Enfin, de pas être que je sois pas passé, de pas avoir eu cet exclu, quoi. Alors que je voulais lui donner aussi l'exclu. Bah bon, c'est pas grave. Ouais, t'as fait quoi? T'es passé 2 fois chez lui, je crois. Chez Vincent, oui, j'ai passé une fois pour post TPMP plus ou moins, et une autre fois, ben, je crois deuxième fois post TPMP, je crois. Ou en tout cas post procès, post, 2 procès, je crois que ouais, c'était suite à la
à l'appel, la conclusion de l'appel, parce que j'avais fait appel. Et je crois que c'est pour ça que TPMP m'avait rappelé, ouais, pour l'appel, mais je trouvais ça ridicule. Enfin, pour moi, l'appel, c'était rien. Il y avait plein de. Enfin bref, c'est un monde particulier, quoi. Bref, j'ai envie qu'on laisse tomber TPMP. Ils sont largués, en fait. Ils sont largués. Ouais. Ils courent après un monde auquel nous n'appartenons déjà plus. Tout à fait. Et Lapierre, comment c'est de l'intérieur, Vincent Lapierre? Parce que je sais, il sort de chez Soral, il était chez lui. Et qu'est-ce que c'est réellement, Vincent Lapierre? Lapierre, c'est quelqu'un vraiment de super, de très humain, de très honnête. Très honnête dans sa démarche, quand il vous dit qu'il ne fait pas beaucoup de montage, qu'il laisse tous les interviews, il a raison, il le fait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Lapierre? C'est vraiment dommage, le fait que des personnes l'aient lâché par rapport au Covid, par rapport à tout ça, qu'ils aient pris trop à cœur certaines choses. Parce que vraiment, il est beaucoup plus nuancé que ce que les gens ont pensé sur le Covid. C'est juste qu'en fait, il a un point de vue où il essayait de comprendre la science, il essayait de comprendre les choses comme ça. Il n'a pas été directement dans la dénonciation. Donc, pour moi, Lapierre, c'est quelqu'un, voilà, qui est. Sa neutralité, c'est quand même sa force. Voilà. Et c'est le rôle d'un journaliste. Hein. Oui, mais il a une certaine neutralité. Et sa neutralité, c'est quand même sa force. Et des fois, il n'est pas dans le sens du mouvement, de n'importe quel mouvement, en fait. Hein. Il ne joue pas la corde. Et c'est très mauvais, ça, hein, en tant qu'influenceur. Normalement, tu dois toujours jouer sur la même corde, tirer sur la même corde pour fidéliser tes gars. Ils disent oui, il a raison. Oui, il a déjà dit la semaine dernière, mais il a vraiment raison, quoi. Mais ben non, parce que Lapierre, il est capable, je pense, de se remettre en question, de dire peut-être, tu vois, sur mon interview, je le trouvais très pertinent, où il disait oui, mais des gens pourraient te dire que, et il a joué vraiment ce rôle très neutre au final, beaucoup plus neutre que n'importe quel journaliste. Des soi-disant grands médias. Ouais, non, vraiment, il a réussi à jouer cette neutralité, alors qu'en fait, il était très partisan, mais il a réussi à jouer une certaine neutralité que je trouvais très pertinente. Donc, moi, Vincent Lapierre, c'est quelqu'un que je suis, je ne sais pas si je peux le dire, mais là, on va se voir là, demain. Il va venir à Crépol pour. On va essayer de le guider un peu dans la Drôme hostile. Il va venir faire une enquête, d'accord. Dans la Drôme des collines, on va voir si on arrive à faire en sorte qu'il survive et qu'il reparte entier. Ouais, parce que c'est pas la même ambiance. Ouais, mais il va venir du coup couvrir ce qui s'est passé plus dangereux. Ouais, je disais, il va venir couvrir ce qui s'est passé à Crépol, du coup. Oui, il va venir couvrir. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, mais de toute façon, je pense que quand la vidéo sera sortie, tout sera sorti. Donc, bon, c'est pas. Je suis pas en train de. Voilà, ça sera bon, quoi. Le timing de sortie des vidéos fera en sorte que ça sera bon. Donc, il va couvrir ça. On va voir si on va peut-être aller dans la banlieue de la Monnaie. Pas sûr. Voilà. D'accord. Écoute, très bien. Ça permettra de voir. Ouais, moi, je serais intéressé de voir son docu. Hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà. Et sinon, on a un peu tout abordé, tu vois, de ce que tu fais, mais on n'a pas précisé, parce que Mandrine m'a aussi parlé, tu es un grand fan de l'Asie, notamment du Japon. Oui. Tu as fait du kendo, c'est ça? Ouais, alors actuellement, je suis plus pratiquant de kendo parce qu'il se trouve que je fais du kendo et du naginata. Donc le kendo, c'est le combat au sabre, le naginata, c'est le combat à la lance. Et actuellement, c'est un peu compliqué parce que visiblement, la fédération veut me faire sauter ma licence. Enfin, m'a fait sauter ma licence et refuse que je reprenne une licence. Il y a quelque chose de politique aussi là-dessous. Ouais, c'est toujours quand on monte dans les grades. Je t'invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo avec Bernard Borda si tu l'as pas vu, où justement, à un moment, il parle de ceux qui sont à la tête du kendo en France. Tu vas voir, tu vas vite comprendre. Alors, là, je vais vraiment regarder ta vidéo alors. Attends. Ah ouais, il en parle parce qu'il connaît le monde du kendo? Ah ben bien sûr, mais Bernard, il connaît tout le monde. Bernard, c'est lui qui a été le pionnier du ninjutsu en France. Je sais pas si je te l'avais dit.
Ah non, Donc non, il non, connaît un peu tout le monde. Il connaissait Henri Play, tu vois. Il connaissait. donc il connaît tu vois, les mecs à la tête du kendo en France. Bon, bref. ouais, je sais plus le nom. Il m'avait donné le nom. Ben, il le donne dans la vidéo, le nom et tout de la famille que c'est. Et j'ai oublié le nom. Et je t'invite à aller voir et tout. On en parle. On parle Intéressant. même de Franco Perse, du Panchak. Qu'est-ce que ça représente le Panchak en Indonésie? Que c'est lié à des rituels de magie noire et tout, machin. Tu vois. Ah ouais, d'accord. Intéressant. Bon, en tout cas, ouais, j'ai fait du kendo et j'ai beaucoup de liens avec le Japon culturellement. Je trouve que c'est un pays déjà qui a des liens avec la France historiquement, ne serait-ce que par le parallèle qu'on peut faire entre ces deux pays. Bah, Et le dernier des samouraïs, il faut pas oublier qui c'était. Hein. c'était un C'était un Français, Français. etc. Hein. Enfin bref, moi, il y a une figure que j'apprécie particulièrement, c'est la figure de Mishima. Je ne sais pas si tu connais Mishima. Mishima? Mishima, c'est quelqu'un qui a tenté un coup d'État dans le Japon d'après-guerre et qui était pour le retour à la tradition. Et c'est le dernier à s'être ouvert le ventre, comme les samouraïs, en fait, parce qu'il a échoué à son coup d'État. Donc c'était dans un C'était un mouvement. samouraï, Mishima? Hein? C'était un samouraï, Mishima? Il est issu d'une famille, mais c'était à l'époque où les samouraïs étaient déjà désuets, en fait. C'était au Japon d'après-guerre. Lequel, après-guerre la première ou la seconde guerre mondiale? La Seconde Guerre, après la Seconde Guerre. Donc, Ah, la seconde guerre, c'était d'accord. en plein milieu dans les mouvements, de gauche aussi. Donc, il était complètement en décalage, en fait, avec le sens de l'histoire. Et en même temps, tellement en Il voulait remettre avance. le shogun. Ce genre de choses. Non, il voulait remettre l'empereur, lui. Il voulait remettre l'empereur. Mais c'était un peu ça, quoi. Il voulait. L'empereur, oui, mais politiquement, c'était le shogun qui dirigeait et Oui, l'empereur politiquement, était là c'est d'un le point de shogun qui vue dirigeait, religieux, quoi. mais il y avait un côté retour à la tradition, et pour lui, c'était vraiment retourner à la tradition sur Il tous s'est fait harakiri, quoi. Et il s'est fait harakiri en ayant échoué son coup d'État. Et c'était une époque où déjà, il a pris il est venu prendre en otage un général pour parler aux militaires, essayer de les motiver, leur dire que c'était les héritiers des samouraïs, etc. Et le discours n'a pas pris. Et il a pris au sabre, quoi. Il est venu faire ce coup d'État au sabre, en fait. Ouais, mais les militaires, ça devait pas trop marcher puisque le Japon était sous l'occupation américaine à ce moment-là. Donc, oui, mais c'est pour ça que c'était complètement. C'était dans le pire moment. c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire et en même temps, c'était peut-être le dernier moment où il fallait faire quelque chose, et après c'était fini. En tout cas, voilà, c'est une figure que j'aime particulièrement. Moi, j'aime bien Musashi. Musashi aussi, le traité des 5 roues, qui m'a beaucoup apporté dans ma vision des arts martiaux. Donc les arts martiaux en général, voilà, ce genre de choses. Ouais. Et t'es déjà été au Japon? Parce que Mandrine m'a dit que justement tu rêvais d'y aller, tu n'avais pas été, et justement avec ton affaire, au niveau du visa, c'était pas possible. Alors j'y suis déjà allé 3 mois en fait en visa touriste. Et c'était la dernière année, là, parce que là j'ai 31 ans, où je pouvais demander pour le visa vacances-travail. C'est un visa un peu plus long où tu peux travailler sur place. Voilà, Ça m'aurait intéressé. Ouais, c'est ce qu'il disait pour faire les deux. Voilà. Et j'ai beaucoup d'amis qui font ça, qui ont fait ça, qui sont partis au Japon, qui s'expatrient, hein, parce que tous les jeunes qui ont un peu de talent en fait partent. Hein. Il reste pas. Hein. Papacito et Baptiste Marché n'ont pas inventé l'eau chaude. Hein, la plupart des jeunes sont déjà partis. En fait, faut vraiment être un irréductible en fait pour rester ici. Il faut avoir une volonté de sacrifice. J'incite les gens en tout cas à rester. Et je voulais me faire une petite année avec ma femme, parce qu'elle n'était jamais allée au Japon, elle est fan du Japon aussi. Et je voulais me faire une petite année avec ma femme, et j'ai demandé le visa, et le visa m'a été refusé pour des raisons mystérieuses. Bref. Peut-être qu'un jour tu pourras. Peut-être qu'un jour. Il faudrait que je demande des conseils peut-être à Boris Lelay, si jamais quelqu'un a un contact avec Boris Lelay. Bref. Ouais, parce que le Japon, c'est Bernard Bordas, il en parlait, parce que lui, tous les ans, il passait 3 mois au Japon, tu vois. Pendant 30 ans, il a fait ça. Ouais. Et après, ça se trouve, si je pouvais, je resterais là-bas tout le temps. Ah, mais je sais pas si tout est propre, tout est à sa place. Tu connais le syndrome de Paris? Le syndrome de Paris? Le syndrome de Paris, c'est une maladie qui existe. C'est quand les Japonais viennent en France, viennent à Paris plus particulièrement, il faut une dépression. Je suis pas trop étonné. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont déçus. Et oui, parce qu'ils idéalisent la France. Ils voient en fait la France.
si tu veux, dans des années 20, tu vois, un peu des années Exactement. folles, le magnifique Paris, tu vois, le Français avec sa moustache, avec son joli costard, qui se promène avec sa femme qui est avec un corset, tu vois, des femmes de Et oui, l'époque, tout ça, les ils années, s'imaginent ça, eux. ils Sauf s'envolent que leur, c'est plus comme ça. ils s'envolent leur portefeuille, puis voilà. Mais moi, si tu veux, j'ai fait je l'invente, mais j'ai fait le syndrome de Tokyo. C'est le syndrome de Paris, mais inversé. C'est-à-dire que j'avais une idée tellement haute du Japon que je me suis dit que j'allais être déçu. Et en fait, la Mm. réalité était au-dessus de mes attentes. La réalité était au-dessus de mes attentes. Et, euh, et du coup, quand je suis revenu du Japon, de Tokyo, je suis arrivé à Paris, évidemment, parce que tu prends l'avion, tu arrives à l'aéroport de Paris. J'ai fait le syndrome de Tokyo. C'est-à-dire le syndrome de Paris inversé. J'ai fait une sorte de mini-dépression de quitter ce pays tellement incroyable, et plein de personnes en font. Hein. Mandrill qui est déjà allé, Teddy Boy et tout ça, ils m'ont dit, mais c'est incroyable. Une fois qu'on y est allé, mais il y a quelque chose qui se passe. On a envie d'y retourner parce que c'est fabuleux. C'est propre, les gens sont respectueux, etc. Et La bouffe est bonne. la bouffe est bonne, etc. Bref. C'est pas cher, bref. Et donc, quand tu reviens, tu fais une petite dépression parce que tu dis, mon Dieu, mon pays, maintenant, c'est ça. Parce que tu as l'impression en fait, de redécouvrir la France des années 30 à Tokyo. C'est ça qui est marrant. Voilà. Mais, et puis eux, c'est tout dans le détail, tu vois. Oui, oui, oui. Ils épargnent rien. Ouais, bon, bref. On va pas encenser le Japon pendant des heures, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faudra s'en inspirer, en tout cas. Moi, c'est ce que j'essaye de Bien faire. sûr. Tu vois, quand Parce je vois, que, parce que j'ai fait un peu le tour des dojos au Japon, et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on réussisse à faire cette ambiance-là en France, avec que ce soit les clubs de boxe française, les clubs d'arts martiaux historiques, qu'on arrive à rétablir ça, même si nous, ça a été perdu, hein, parce qu'il y a une rupture, il y a eu moins une rupture, il y a une perte aussi, parce que le monde évolue. Ils se font aussi attaquer culturellement. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à ramener ça en oui. France, ramener cette idée-là. Et d'ailleurs, tu voulais retourner pour visa travail, vacances là-bas au Japon. Tu aurais fait quoi comme boulot au niveau des emplois? Qu'est-ce qui... Oh, de tout, j'aurais fait des petits boulots, j'aurais pu faire Ouais. prof de soutien en français, j'aurais pu faire Hmm. beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'opportunités. Au Japon, ils ont Parce qu'après, je sais pas comment ça se passe là-bas pour le travail, notamment pour les Français ou les étrangers. C'est qu'ils voudraient aller travailler comme ça peut se faire, par exemple, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Tu vois, ou du... Oui, oui, oui. Après, c'est assez simple le travail chez eux parce qu'ils ont la philosophie du plein emploi. Et d'ailleurs, sur mon visa, ils m'ont un peu embêté. Et j'ai dû le refaire sur ma demande de visa parce que en fait, j'avais trop d'heures de travail. Eux, ils voulaient que je vienne au Japon, mais pour pas que je travaille. Il fallait pas trop travailler parce que pour eux, le travail, c'est leur travail. Ah bah oui, ils C'est sont pas la même logique. nationalistes. Hein. C'est pas la même logique en fait. Et eux, ils préfèrent donner un petit boulot presque inutile à un retraité qu'il n'ait pas d'argent, tu vois, ou qu'il ait une retraite de misère ou quoi que ce soit. Ils préfèrent lui donner un petit boulot où il va bosser une fois toutes les 2 heures à faire la circulation avec les tubes lumineux que ils préfèrent payer des gens à rien faire en fait. Et c'est pour ça qu'en fait ils n'ont pas trop envie que les étrangers travaillent. Ben oui, eux, ils sont nationalistes, c'est des Voilà, nationalistes donc c'est japonais. une autre philosophie. Quand tu montres le programme de Marine Le Pen à des Japonais, ils te disent ah mais c'est l'extrême gauche en France. Voilà, ils disent ah mais c'est votre programme d'extrême gauche. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, en tout cas, la mentalité japonaise, avec tout ce que la culture des mangas, tout ça, c'est sûr qu'en France, beaucoup de gens ont découvert ça parce que ça, tu vois, ça, si tu veux, ça fait face à la culture américaine. Tu vois, avec tout ce qui est les fast-food et les séries, tout ça, avec le cinéma, et ben, les mangas et la culture japonaise en général étaient là pour faire face. Tu vois, c'est le bloc de l'Occident face à l'Orient, tu vois, Non mais c'est au tout à niveau fait vrai. culturel. C'est tout à fait vrai. Et moi, je suis allé voir un film récemment. Je suis allé voir Le Garçon et le Héron, le dernier Miyazaki avec ma copine. Et juste avant, il y avait Moonflower, je sais pas quoi. Enfin, un film un peu au western. Tu Oui, vois. avec Leonardo DiCaprio. Mais bon, il y avait peu de personnes dans le cinéma, mais dans tous les cas, ce qui était marrant, c'est de voir que toutes les personnes qui allaient voir ce film, c'était des boomers qui en fait avaient connu ces années de Ouais, les années 60, les années avec 60 toute. avec Ouais. les années Far West, en fait, les années cow-boy. Ouais, il y a Clint Eastwood, tout ça. Voilà, et
Et moi, je faisais partie de cette génération qui a connu les années manga, machin, et donc qui venait voir. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu l'opposition, bloc de l'Ouest versus bloc de. Ouais, ça fait un petit peu ça, parce qu'il y a ce côté en Asie que dès qu'on traverse, dès qu'on passe à l'Est, je veux dire, comme disait Soral, mais ça se voit beaucoup plus, il y a une tendance à apprécier l'uniformité, la discipline et tout un tas de trucs qu'on ne retrouve pas de l'autre côté. Tu vois. C'est un côté communautaire qui est beaucoup plus présent, en tout cas. Donc c'est sûr que certains, par exemple, quand Vincent Lapierre était allé interviewer des jeunes à Japan Expo, il a été beaucoup critiqué d'ailleurs. On lui ferme les portes de Japan Expo alors que je trouvais qu'il avait mis en relief quelque chose d'incroyable. Ah ouais. Il avait peut-être parfois été un peu méprisant, mais bon, bref, on s'en fout. Il avait posé une question qui avait sorti une réponse spontanée de la plupart des gens. C'était pourquoi vous aimez le Japon? Tout le monde disait c'est parce que c'est un pays avec des traditions et une culture forte. Et ces gens-là étaient sûrement des gauchistes en puissance, tu vois. Mais sans s'en rendre compte, ils disaient ce qu'ils voulaient voir. Et qu'est-ce qu'ils voulaient voir? Ils voulaient voir un pays avec des traditions et une culture forte. Donc, en France, on a ce qu'il faut, mais sauf que tout le monde a des œillères et ne veut pas l'avoir. Voilà, et c'est dénigré. Et puis c'est dénigré. Les traditions, la culture forte, c'est le truc de droite. Et la génération Canal+, ils ont fait quoi dans les années 90? Voilà. Par exemple, ils ont fait que dénigrer la France. Hein. Les temples japonais, le shintoïsme, etc. Puis dès que tu vas leur parler de christianisme, etc., ils vont te dire ouais, non, mais là, c'est pas pareil, il y avait les croisades et tout. Tu crois que les moines shinto, ils maniaient pas des armes et ils allaient pas. Ils pensent qu'ils faisaient quoi pendant les guerres féodales au Japon c'était pire qu'en France. Voilà, bon, bref, en tout cas, bref, naturellement, c'est ça, en fait, qui est né. Et c'est vrai que c'est ça qui nous touche dans le Japon. Et c'est ça, et c'est moi ce que je voudrais voir. En fait, je voudrais voir le même engouement que les gens ont pour les samouraïs et les mangas, j'aimerais retrouver pour les chevaliers. Pour les chevaliers. Les Japonais sont plus fans de nous. La littérature française, ouais. Quand ils écrivent des choses, ou quand ils publient des choses sur notre histoire, ils le publient avec une plus grande passion que nous-mêmes. Ils sont plus fans des chevaliers. Quand ils veulent écrire une fiction, ils décrivent avec plus de fougue et d'honnêteté la chevalerie que nous, on le ferait. Ils sont plus fans de notre culture que nous, on l'est de nous-mêmes. Et moi, j'aimerais qu'on retrouve ça. Voilà. Ce qui est logique, parce que sinon, c'est... on le voit, c'est le bordel. Sinon, c'est la fin. Mais ça, c'est la République qui veut nous... Mais bien sûr. Qui veut détruire... La République est anti-traditionnaliste. Hein. Mais bon. Regarde ce que ça crée. Ça crée des écolos qui viennent emmerder les chasseurs, les agriculteurs et autres entreprises parce que, soi-disant, c'est les grands pollueurs de la planète Terre ou je ne sais quoi. Tu vois, des gens ont parlé justement du contraste entre les gens des villes qui se sentent plus proches d'un New-Yorkais ou d'un Los Angeles. Et ben là, c'est exactement ça, parce que la plupart, c'est des gens qui viennent des villes, qui viennent des grandes facs, qui sont issus souvent des enfants de profs ou de je ne sais quoi, qui sont pas issus du monde ouvrier, et puis qui viennent. Comme disait Charles Gave, ces gens-là, il dit, ce sont des gens, ils n'ont jamais crevé de faim dans leur vie. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Parce qu'il a dit, privez-leur de nourriture pendant quelques temps, vous verrez si le morceau de viande, ils vont pas le bouffer. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je peux dire que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie où je me suis nourri de pâtes. Fallait faire des économies sur les pâtes. J'ai eu des périodes comme ça. Donc, quand on a le saucisson, on s'en donne à cœur joie. Bien sûr. Écoute, Damien, on va arriver vers la fin de cet entretien. Je voulais te laisser le mot de la fin, si tu as quelque chose en particulier à dire. Moi, j'aurais deux choses à vous dire. C'est quitter les villes, communautarisez-vous. De toute façon, quand vous quittez la ville, vous allez vite retrouver la communauté. C'est dur au début, mais faites ça. Et arrêtez d'avoir peur. Voilà. Ce sera le moment de la fin. Ok, très bien. Le message est passé, je pense. Donc, moi, je vais remercier tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner, puisqu'il va encore avoir des invités de qualité sur cette chaîne. Donc, encore merci à tous et à la prochaine. Et merci encore à toi, Damien. Merci.